Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 23e édition des RIDM, Rencontre internationale du documentaire de Montréal, qui se déroule en ligne jusqu'au 2 décembre. Donc, on est tous ravis de vous retrouver pour la table ronde d'aujourd'hui consacrée à la création en temps de pandémie en cinéma et théâtre. Donc, cette activité est présentée en collaboration avec l'Espace Libre, Wapikoni Mobile et le cinéma moderne. Donc, je m'appelle Aude Renaud-Lorrain, je suis co-directrice justement au cinéma moderne et je serai la modératrice pour cet échange. Donc, on va commencer par souhaiter la bienvenue à nos trois panélistes. Donc, Marie-Christine Petitcoué, bonjour. Allô. Hubert Lemire, bonjour. Bonjour. Et François Bernier. Allô. Donc, je vais brièvement introduire nos trois panélistes. Suite à ça, on va voir un court extrait, un extrait du court-métrage de Marie-Christine Petitcoué et Transmission, et aussi un extrait de la pièce de théâtre Ensemble. Donc, premièrement, Marie-Christine est originaire de Manawan. Elle est diplômée de l'institution Kiuna et est présentement étudiante en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, en plus de travailler comme coordonnatrice des ateliers de création et de perfectionnement à la Wapikoni Mobile. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages. Son premier court-métrage, Aniskena Makiwin, Transmission, a été réalisé dans le cadre du studio virtuel de la Wapikoni Mobile. Hubert Lemire a joué dans plus d'une trentaine de productions théâtrales sous la direction de metteurs en scène renommés. Il cofonde en 2005 et dirige depuis 2010 le Théâtre du Bunker, qui a conquis 25 villes européennes avec le No Show, œuvre primée dont il co-signe également les adaptations locales à Vancouver et Mexico. Depuis 2017, il préside l'Association des compagnies de théâtre et siège sur le conseil d'administration du Conseil québécois du théâtre. En 2020, il crée avec François Bernier et Maxime Beauregard-Martin le spectacle Ensemble, dont on va discuter aujourd'hui, présenté à l'Espace Libre à la rentrée 2020. Et finalement, François Bernier, acteur, auteur et metteur en scène, autant pour l'écran que pour le théâtre. Il a participé à plus de 40 productions théâtrales. Il est lui aussi membre cofondateur du Théâtre du Bunker et co-auteur du No Show. Il fait également de la mise en scène pour différents groupes de musique. Depuis le début de la pandémie, il prête sa voix à un podcast et il termine l'écriture de son long-métrage pour lequel il a reçu une bourse Netflix en partenariat avec l'École nationale de l'humour. En septembre dernier, il co-crée le spectacle Ensemble. Donc, bienvenue à tous encore une fois. Merci. Merci. Alors, on va prendre un moment au début de cette table ronde pour écouter deux extraits. Un extrait du court-métrage Transmission de Marie-Christine Petitcoué et un extrait de la pièce de théâtre Ensemble. Потегна биту шутера бацахагно. Подкатату скидиньо. Хитауга ванагату тиероскат. Юморам я итсеман хирти, я ту скиднирти. Qui regrette d'être venu, sachant maintenant que c'est participatif? À main levée, qui assiste à son premier spectacle depuis le confinement? À main levée, qui est un petit peu nerveux d'être avec autant de gens en ce moment? Toujours à main levée, qui s'ennuyait d'aller au théâtre? Qui a profité du confinement pour négliger son hygiène personnelle? Qui changeait pas de linge tant qu'il voyait personne? Qui était souvent sans pantalon sur Zoom? Qui avait jamais entendu parler de Zoom avant mars 2020? Qui est plus capable d'entendre parler de Zoom aujourd'hui? C'est ça, je pense, le plus important en fin de vie. Une présence.
un « je suis là ». Pas juste pour la personne qui meurt, là. C'est important aussi pour le deuil des proches. Ils sont pas restés longtemps, hein. Ils ont chanté une chanson, puis ils sont partis. Ceux et celles qui sont debout, rassoyez-vous. Donc, ça, j'aimerais vous inviter, suite au visionnement des 2 extraits, à peut-être décrire vos œuvres de façon plus générale pour donner une idée aux spectateurs. Marie-Christine, si tu veux commencer par une description. Ouais. Dans le fond, mon film, c'est vraiment des entrevues que j'ai faites sur 3 ans avec des aînés de ma communauté. Puis je voulais vraiment comme aller chercher ce qu'était leur vision de la transmission. Puis au fil de mes entrevues, je me suis rendu compte que plusieurs parlaient du fait que il faut faire vite, parce que la vie est courte. Puis justement, dans mon film, un des aînés est décédé comme ce printemps plus tôt. Puis justement, dans mon film, il disait que c'est une des personnes qui disait que la vie était courte, donc qu'il fallait faire vite pour aller chercher ces transmissions, ces connaissances-là auprès de nos aînés. Donc, avec ce film-là, j'essaie de comme faire un wake-up call, genre, si tu veux, avec les jeunes de ma communauté, de comme dire que ça presse, il faut aller voir nos aînés, il faut comme aller chercher ces connaissances-là pour assurer une pérennité à la culture. Donc, c'était un peu mon objectif avec ce film-là. Merci. François, Hubert, si vous pouvez parler un peu du projet. Vas-y donc, François. Ben, je peux. Non, mais on a fait, ben, évidemment, là, avec la pandémie, là, nous, c'est très en lien avec la pandémie. En fait, c'est qu'on s'est senti inutile et rapidement, on a réalisé que les acteurs ou en tout cas les artistes de la scène, on était les premiers à lever les feutres, là, à fermer des théâtres. On était comme dans les premiers, puis on se disait bien qu'on allait être dans les derniers à recommencer à travailler. Puis, et donc, on a eu le goût de faire un spectacle qui parlait un petit peu du confinement, mais aussi, on avait un sentiment aussi, on connaissait peu de gens qui avaient, on croit évidemment à la COVID, c'est pas ça la question, mais on avait peu de gens qui étaient près de nous, qui avaient eu la COVID, qui avaient développé, puis à quelque part, on se disait que, on faisait un acte solidaire pour tout le monde, mais on faisait ça tout le monde seul. Fait qu'on a eu l'idée de créer un spectacle, genre de métaphore de ça. Puis là, ben, on s'est mis à faire des entrevues avec des gens qui, au départ, nous, notre question, c'était la solitude, mais on s'est mis à faire des entrevues avec des gens qui vivaient possiblement de la solitude pendant le confinement. Puis là, ben, tranquillement, ça s'est développé, puis ça s'est plus arrimé autour du maintien du tissu social. Donc, on a fait une trentaine d'entrevues avec des gens du personnel médical, des aidants naturels du monde dans le travail communautaire, des femmes, des personnes âgées seules, des mamans monoparentales. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait fait des entrevues avec presque uniquement des femmes. Puis ben, le spectacle, c'est un peu ça, ces témoignages-là qui sont repris par des spectateurs. Donc, on entend les témoignages dans des écouteurs, puis et puis, ben, les spectateurs jouent en quelque sorte ces gens-là, puis sont appelés à répondre à des questions. Donc, je ne sais pas combien il y a de questions, Hubert. Là, On ne les a jamais comptées. Moi, je dis toujours 150, là, mais... Donc, le spectateur doit à main levée répondre à 150 questions. Là. Donc, c'est ça. Puis vous parlez, par exemple, davantage d'expérience théâtrale que de pièces de théâtre. En quoi, là, je pense qu'on a une partie de la réponse, mais c'est plus une expérience finalement qu'une pièce normale. Ben, je pense que oui. C'est une expérience parce que l'objet à regarder, c'est le public lui-même. Puis, comme disait François, les spectateurs incarnent les témoins, là, nos témoignages en se levant parmi les autres spectateurs, mais il n'y a pas de point focal, il n'y a pas de scène. Et quand on leur pose une page de questions à répondre à main levée, ils peuvent évidemment regarder à terre, mais ils peuvent surtout regarder autour d'eux qui répond comme eux aux questions
et qui ne répond pas comme eux aux questions. Il y a pas de... On n'est pas dans une fiction avec un début, un milieu, une fin. On a une certaine courbe, évidemment, dramaturgique, mais on n'est pas dans un schéma narratif standard. Puis, et chaque soir, c'est le public qui fait le spectacle. Parce que si on pose la question, avez-vous un proche qui est mort de la COVID et que personne réagit, c'est une affaire. Mais le lendemain, s'il y a 5 personnes sur 100 qui ont vécu un deuil lié à la COVID, bien, l'ambiance change automatiquement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout de contrôle d'un soir à l'autre. Donc, c'est pour ça que il y a une saveur un peu plus happening ou expérimentale, littéralement, parce que c'est une expérience. Là. Moi, je n'avais jamais passé autant de temps à pas regarder des acteurs en pensant que j'étais au théâtre. Puis, comme il y a l'aspect documentaire aussi, là, comme Marie-Christine aussi dans ton œuvre, évidemment. Mais et là, étrangement, c'est qu'il y a une autre, il y a une autre histoire qui est racontée qui est celle un petit peu du public. On a comme les témoignages de 9 personnes ou 10 personnes qu'on a rassemblées, mais à la fin de ça, il y a aussi un témoignage qui est différent tous les soirs, comme disait Hubert, puis c'est le témoignage du public, fait que, en répondant à nos questions. Oui. C'est ça. Puis, si on veut revenir peut-être un peu à la genèse de tout ça, puis je serais curieuse de savoir si en tant que réalisatrice, en tant qu'auteur, metteur en scène, si tout ce contexte-là de pandémie, de confinement, finalement, est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'inspirant dans tout ça ou est-ce qu'à l'inverse, ça vous a demandé comme une énergie plus grande que d'habitude pour rentrer dans un état créatif? Puis finalement, comment vous avez trouvé cette motivation-là à créer? Marie-Christine, veux-tu commencer? Ben moi, c'est sûr que ça m'a un peu, tout ce contexte, la pandémie, ça m'a un peu... parce que, évidemment, je voulais comme... moi, j'habite à Montréal, puis mon film, je l'ai tourné à Manawan avec des aînés, donc idéalement, je voulais comme retourner encore cet été pour un autre tournage avec eux, mais comme je voulais pas nécessairement les mettre en danger non plus, donc il a fallu que je fasse avec ce que j'avais déjà sans nécessairement comme aller chercher d'autres matériels dans le fond avec eux. Je voulais comme aller faire d'autres entrevues dans le fond pour finir un peu le contenu de mon film. Donc ben c'est ça, ça m'a enlevé la pandémie m'a enlevé comme une étape de plus que je voulais faire. Parce que c'est ça justement, parce que je travaille beaucoup avec des amis, donc je voulais pas comme venant de la grande ville je voulais pas risquer de faire entrer la COVID chez nous à Manawan. Donc c'est un peu ça qui m'a comme traîné un peu dans mon dans mon processus. Je pense que c'est pas mal tout pour moi. Ben, ça paraît pas, en tout cas, dans ton film, là, il est autoportant, là, ce film-là. Là, tu nous dis que tu aurais aimé tourner après, mais c'est pas... ça fonctionne très bien comme ça, par exemple. Merci. Mais ouais, dans le fond, je voulais plus inclure aussi des jeunes, parce que j'ai beaucoup d'entrevues avec des aînés, mais j'ai pas beaucoup de la perspective des jeunes, parce que dans le fond, ce film-là a été tourné parce que ça fait peut-être 3 ans, qu'on fait un camp de transmission culturelle avec les jeunes de ma communauté. Donc, moi, je suis invitée à chaque fois pour comme documenter le tout, sans nécessairement avoir comme une idée de qu'est-ce que je vais faire avec le matériel que je filme. Puis c'est ça, c'est cet été que j'ai fait le montage de ça. Puis Marie-Christine, peux-tu nous en dire plus justement sur ces camps de transmission-là, finalement, qui est le sujet de ton film? Oui, dans le fond, le camp de transmission, c'est le projet Madagam. Donc, c'est un partenariat avec l'UQAM, le Conseil des Atikamekw de Manawan, Tourisme Manawan, les écoles secondaires aussi à Manawan. Puis le but, c'est d'amener les jeunes du secondaire qui fréquentent l'école secondaire à Manawan sur le site Madagam, qui est un site géré par Tourisme Manawan, pendant 2 semaines par année,
on le fait l'été, mais on est en train de regarder si on ne pouvait pas le faire aussi sur d'autres saisons parce que les activités en territoire diffèrent d'une saison à l'autre. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste l'été qu'on y va. Puis, ben, dans le fond, on aurait pensé peut-être cet automne à le faire aussi parce que l'automne, c'est la saison de la chasse. Donc, mais COVID nous a freinés dans notre élan. Puis, donc, ouais, vas-y, continue. Ben, je sais plus quoi dire, donc ça va. Non, mais c'est ça. Ben, finalement, c'est intéressant parce que finalement, ma question, peut-être, dans ton cas, était moins finalement au niveau de la créativité en temps de pandémie. Toi, ton idée est venue avant. Donc, si je comprends bien, donc finalement, pour toi, tu as vu un peu comme cet état de confinement davantage comme un frein et pas du tout, contrairement, par exemple, Ensemble, qui est devenu complètement le sujet finalement de l'œuvre. Toi, c'est finalement la pandémie, le confinement, c'est pas du tout un sujet que tu as traité dans ton œuvre Transmission. Puis finalement, ça a teinté l'œuvre parce que finalement, comme tu dis, t'as pas pu filmer tout ce que tu voulais, donc tu as dû finalement créer un langage avec les heures que tu avais déjà filmées, les images que tu avais déjà, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de positif quand même que tu as tiré de cette situation-là ou c'est que du négatif? Ça se peut que ce soit que du négatif aussi. Hein? Ben, je te dirais que ça a un peu travaillé, ben, ça a travaillé un peu ma débrouillardise. Ouais. Parce que je me retrouvais avec du matériel dont je n'étais pas vraiment satisfaite du son qui en sortait parce que j'avais pas vraiment. J'aurais voulu comme retourner sur le site pour comme réenregistrer du son. Parce que dans le fond, c'est ça, je me suis. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des shots de son ambiant, mais j'avais oublié d'ouvrir mon enregistreur Zoom, donc finalement, j'avais comme pas de son. Fait que. Ouais, fait qu'il a fallu que je m'arrange autrement, là, dans le fond. Puis, Hubert François, vous, comment est-ce que votre créativité a souffert durant le confinement ou au contraire, elle a été stimulée? Ben, moi, le premier constat que j'ai fait quand on a compris l'ampleur de la crise sanitaire, c'est que ça ne me tentait plus d'être un acteur de théâtre dans ces conditions-là, répéter, masquer, jouer derrière un plexiglas, tu sais, tout l'aspect chaleureux, familial du théâtre, tout d'un coup passait à la trappe à cause des mesures. Puis un soir, je rêvassais, puis je me disais, on dirait que la seule façon de faire du théâtre à nouveau, c'est un show où est-ce que c'est le public qui va se faire son propre spectacle. Tout ce qu'il faut, le premier ingrédient pour une représentation d'art vivant, c'est du public. Il faut trouver une façon de rassembler du public, puis que les acteurs ne soient pas là, et que la chose se puisse. Puis là, j'imaginais justement une affaire où, un peu style meurtre et mystère, là, où tout le monde aurait des écouteurs, puis ils se font donner des consignes, mais pas tout le monde a les mêmes consignes. Puis là, c'est une affaire pas gérable. Puis j'ai appelé François, je pense que c'est le jour où la ministre a annoncé ses millions de dollars, là, je pense que c'est le 1er juin. La conférence de presse a appelé, puis j'ai partagé cette idée-là à François, qui est le spécialiste des idées irréalisables. Je me suis dit, il va aimer ça. Puis, oui, François. Puis, c'était vraiment une graine d'idée, cette affaire-là. Puis François, qui est lui-même dans une démarche très interactive dans ses affaires, l'a prise à bras-le-corps. Puis on est parti de là. De là est arrivée l'idée plus documentaire. Et donc, puisque c'était la seule voie ouverte que je trouvais possible, je me disais, ben, allons-le. Sinon, aussi bien laisser tomber pendant quelques mois, quelques années, le retour à la normale. Puis, ben, on a eu la chance que les ficelles se rejoignent et de rendre la production possible parce que quand même toute cette histoire de financement et tout là, qui rendait l'entreprise assez hasardeuse, mais on a eu la chance d'être soutenu puis de réussir à accoucher de ce truc-là après 3 mois d'une intensité rare. Après 3 mois de confinement en linge mou, à ne pas se laver, on a passé 3 mois à travailler comme des fous pour se rendre jusqu'à la première représentation
Donc, c'est comme une énergie qui est apparue, qui est dans l'urgence pour ce truc-là. Et puis là, pour bien faire, on dirait que la vie est un cycle de 3 mois. Ben là, 3 mois plus tard, ben tout était refermé. Fait que là, j'étais habillé, là, mais il n'y a pas longtemps, j'étais pas encore propre parce qu'il ne se passe plus rien. Voulais-tu ajouter quelque chose, François? Non, mais moi, je suis pas. Mais là, étrangement, là, moi, le début du confinement, ça a été comme un. Je me suis questionné beaucoup sur la place de l'art dans notre société. Puis je me disais que si j'avais pu avoir le talent de jouer de la guitare puis chanter comme du monde, j'aurais aimé ça participer assez rapidement à aller chanter dans des cours de CHSLD ou moi rapidement, plutôt ça m'a beaucoup mobilisé cette affaire-là. Là, justement, j'ai parti un podcast jeunesse, j'ai fait, ça me drivait beaucoup parce que justement, je trouve que tout le contraire un peu, mais j'avais comme l'impression que là, la place de l'artiste était, ça me fascinait à quel point on avait besoin d'art pendant ce temps-là, puis qu'on écoutait des séries, puis qu'on écoutait des films, puis on faisait des visites de musées, là, je veux dire. Sur le web, là, virtuel, je veux dire, c'est signifiant. Là, je veux dire, il n'y a jamais personne au Mac, il n'y a jamais de line-up, sauf quand c'est Leonard Cohen. Puis là, il y a du monde qui font des visites sur le web, fait que virtuel. Fait qu'il y a comme tout quelque chose. Moi, j'étais là, ça me drivait, moi, cette idée-là. Après ça, le deuxième confinement, par exemple, là, il m'a fait un petit peu plus mal. Par exemple, c'est mon grand engagement puis mon désir de produire puis de faire des choses. Bien là, on dirait que là, la deuxième fois, c'est sûr que là, je fais peut-être que je vais assumer que je vais prendre un petit temps pour réfléchir. Mais je trouve quand même que ça nous a donné du temps pour penser à quoi faire, comment faire. Puis aussi, je veux aussi dire qu'il y a Maxime Bourgard-Martin aussi qui est avec nous, là, un des trois co-créateurs du show là, qu'on a oublié. Que j'ai oublié de dire. Ben oui, mais c'est enivrant aussi. Moi, ça m'a drivé quand même aussi à quelque part, le confinement. T'sais. Puis tu l'as évoqué justement, ce deuxième confinement-là. Comment, Hubert, Marie-Christine, vous avez vécu ça? Oh. C'est une gifle, en fait. Ouais. On s'y attendait, je veux dire, on parlait de la deuxième vague, la première vague n'était même pas finie, là, donc c'était une vérité de la palisse. C'est juste quand est-ce qu'elle allait frapper, à quelle force elle allait frapper. Sauf que là, c'est vraiment notre bébé là, qui a subi le contre-coup là, de la vague parce qu'on avait notre diffusion à Espace Libre, on en avait une autre prévue quelques semaines plus tard dans Antique. Et là, cette diffusion-là est tombée. En octobre, c'est ça? En octobre, on essaie de la replacer, mais ce n'est pas simple parce que personne ne peut prédire l'avenir. Donc, moi, cette deuxième vague me fait plus mal que la première parce que vraiment, la première, c'était de l'inédit, on est tous dans le même bateau. Là, en ce moment, on parle de confinement, mais ça n'en est pas un. Là, on ne peut pas se visiter, mais la majorité des gens continuent de travailler, peut-être en télétravail, mais les gens en art vivant, on ne sait pas trop. Là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de. Donc, je me sens un peu plus seul au monde là, que je me sentais au printemps. Puis l'avenir est sombre. C'est très difficile de. Déjà que c'est difficile une carrière dans les arts, mais c'est encore plus difficile de se projeter puis d'oser rêver. Je serai où dans 1 an, je serai où dans 5, dans 10 ans. C'est comme si tous les plans de rêve sont à mettre entre gros guillemets parce qu'il ne faut pas trop y tenir parce qu'on risque d'être encore plus déçu. Donc, c'est déséquilibrant, là, vraiment. Je trouve que c'est le mot qui. Il n'y a plus rien de solide, là, fait que faut respirer, là, puis se dire au moins on a un toit, on a de la nourriture, on est dans. Et puis on il y a des choses qui vont là, quand même. Il ne faut pas oublier. Ouais. Non, mais ce qui a été, mettons aussi rapidement, mais ce qui a été comme à quelque part un petit peu déstabilisant, c'est que justement, on avait prévu un spectacle parce que là, les images qu'on a vues au début, ça se passe à l'intérieur, là, ça se passe dans un théâtre, mais dans les faits, le spectacle est prévu dans un parc ou dans un terrain de football. Donc, à 3 mètres de distance, chaque spectateur.
Fait que tout ça nous permettait pour nous, selon nous, on était fiers de notre coup parce qu'on se disait, on va pouvoir, parce que lors du premier confinement, ben, les gens avaient le droit d'aller dans des parcs, mais on a le droit encore, mais je veux dire, on avait le droit de se regrouper ou de voir des gens un peu dans des parcs. Fait que tant qu'on respectait le 2 mètres de distance, pour être sûr, on avait fait 3 mètres. Fait que nous, on se disait, un petit peu, bright, on se disait, ben là, nous, on va trouver une formule qui va être vendable quand même, qu'on va pouvoir faire, puis qui va faire du bien à la population. Au début, on a même parlé avec, est-ce que ça se passe dans un cimetière, chacun a sa pierre tombale. Il y a des façons de penser, de séparer les gens pour que ça soit simple, puis qu'on respecte le 2 mètres pour fournir de l'art, pour comme continuer à au moins feeder en art la population, parce que, je veux dire, c'est ça, là, il y a quelques temps à Québec, là, à l'Halloween, je veux dire, est-ce que ça n'a pas un peu de... Est-ce que ça n'a pas des répercussions aussi, à quelque part, d'être cloisonné, de ne pas pouvoir expier aussi, de ne pas pouvoir vivre au travers, des fois, les drames de quelqu'un d'autre, nos propres drames, nos propres tristesses, angoisses. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que là, quand on nous demande d'arrêter alors qu'on jouait dehors, alors que là, ça nous fait un peu plus mal parce qu'on se dit, c'est comment on peut échapper à la règle parce que je veux pas être un artiste, c'est aussi des fois de contourner la contrainte, puis de se réinventer, là, qu'on a eu en ce moment, mais par rapport à la contrainte, puis là, on était là, ben on va s'en servir autrement, puis on va jouer nous dehors. Ça va être cool. Puis là, ben, c'est ça, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai espoir que, mettons, plus tard, ça va débloquer. Puis peut-être qu'ils vont pouvoir faire du cas par cas en culture, j'ai l'impression. En tout cas, chapeau déjà à vous trois, parce que moi, je pense qu'un des grands défis, justement, de cet état de confinement, puis Hubert, tu parlais un peu de cet aspect extrêmement difficile des fois, c'est justement comment trouver dans ce confinement-là, finalement, une source d'inspiration, puis comment rester. Parce que pour être productif, si on peut être productif avec des idées positives, avec des idées négatives, mais c'est quand même difficile, je trouve, de créer dans ces conditions-là, justement. Donc, en tout cas, chapeau à vous tous parce que vous avez été capables de faire ça. Toi, Marie-Christine, comment tu vis c'est un peu cette deuxième vague qui nous oblige à reconfiner? Est-ce que toi, dans ton cas, est-ce que c'est ça, le fait dont tu nous parlais, par exemple, de ne pas pouvoir aller tourner, tout ça, est-ce que ça met en pause complètement tes activités ou tu arrives à poursuivre ta création? Ça met en pause certaines de mes activités, mais en même temps, dans le fond, j'ai déménagé à Trois-Rivières en début octobre avec mon frère. Et juste fun fact, mon frère, ça a été mon premier sujet de documentaire. Mon premier film que j'ai fait à 12 ans, portait sur mon frère qui avait 3 ans à l'époque, qui faisait de la motocross. Donc, je voulais juste comme montrer que j'étais comme full fière de lui. Puis, parce que j'ai fait mon premier film sur lui, qui s'appelle Numéro 14. C'est aussi disponible sur mon profil sur le site de la Wapikani Mobile. Puis c'est ça. Aujourd'hui, il y a 19 ans, j'habite avec lui à Trois-Rivières. Puis on a eu comme l'idée de peut-être faire un peu comme un follow-up, comme plusieurs années plus tard, où est-ce qu'on est rendu. Parce que là, à chaque année, il participe au championnat provincial de motocross depuis. Il n'a jamais lâché de faire de la moto. Puis je pense qu'il a fini comme 5e la dernière fois au dernier championnat. En tout cas. Puis là, je vois qu'avec son monde, il s'est fait des amis dans ce monde-là. Donc, je me suis dit que peut-être un prochain documentaire pour comme présenter son monde, où est-ce qu'il en est rendu aujourd'hui avec la motocross, ça serait peut-être intéressant à voir. C'est peut-être... on en a parlé comme il y a 2 semaines à peu près. Non, mais c'est intéressant. Donc, comme quoi, c'est un peu cette discussion-là, peut-être l'intimité aussi que la vie actuelle vous oblige à avoir, mais en même temps, il y a cette créativité-là qui est possible aussi. Je veux le voir, ce film-là. J'adore les motocross. Ouais. Puis, c'est justement... Puis, en blague, il me disait je vais me remettre en forme aussi, je vais commencer à m'entraîner pour comme, être beau dans son film. Là, en tout cas. Puis, justement, tu parlais de collaboration. Comment chacun de vous, finalement, a travaillé cette collaboration-là, alors que des fois, on est obligé de rester chez soi ou qu'on n'a pas la même... Parce que autant le cinéma que le théâtre, c'est des arts extrêmement collaboratifs. Souvent, ça demande justement de travailler en équipe. Comment Marie-Christine, toi, par exemple, tu as réussi à créer en équipe?
Là, on parle du film. Oui, mais tu peux faire, transmission. n'hésite pas. Oui, c'est ça. Ben oui, revenons à la transmission, mais en même temps, n'hésite pas à faire des ponts aussi vers ton projet futur. C'est intéressant aussi de voir finalement ces différentes étapes-là. Tu étais en production davantage avec transmission durant la pandémie, puis là, tu es finalement dans la conception d'un nouveau projet. Donc, je pense que les deux restent pertinents, en tout cas pour notre sujet. Oui. Dans le fond, je vais revenir à transmission. C'est que là, j'avais comme tout mon matériel de filmer, puis là, il fallait me mettre au montage. Puis j'ai décidé de faire appel au studio virtuel de la Wapikani, qui est comme un autre projet qui n'est pas... Ça n'a pas été développé à cause de la COVID, mais la COVID a fait en sorte que le projet a été accéléré. Pardon. Dans le fond, le studio virtuel de la Wapi, c'est ça, c'est un studio virtuel. Ça dit que c'est un espace de création, de mentorat, de support personnalisé pour les créateurs autochtones qui veulent créer. Puis la façon qu'on le voyait au début, c'est qu'on pensait que ça pouvait être complémentaire avec les escales mobiles, donc les roulottes qui se déplacent dans les communautés pour faire des créations audiovisuelles aux créateurs autochtones. On trouvait que ça peut être complémentaire. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait comme faire un projet d'écriture scénaristique avec le studio virtuel, puis le filmer quand la roulotte allait arriver dans leur communauté. Mais c'est ça, comme je disais, la COVID, c'est déjà quelque chose qui trottait derrière la tête de mes collègues, l'équipe de création à la WAPI, mais la COVID a fait que les roulottes ont été comme stationnées. Il n'y a aucune roulotte qui est partie depuis cette saison, en fond. Alors qu'en général, on a comme 20 à 21 escales par année, normalement. Fait que c'est que virtuel depuis mars, dans le fond. Hein. Puis, je sais plus où est-ce que je m'en allais avec mon idée. Mais de collaboration, finalement, ça vous aide, cet outil-là, ce studio-là virtuel vous aide finalement à collaborer, j'imagine, entre créateurs, avec les nouveaux réalisateurs, etc. Oui, c'est ça. Dans le fond, le studio virtuel, c'est un espace de perfectionnement. Donc, les gens qui veulent en bénéficier, appliquent, comme ils remplissent un formulaire en ligne, puis ils disent c'est quoi leur projet, puis qu'est-ce qu'ils voudraient perfectionner, quels aspects de la production audiovisuelle qu'ils voudraient perfectionner. Donc, nous, à ce moment-là, après ça, on regarde comme chacune des candidatures, puis on regarde aussi notre liste de cinéastes mentors, puis on regarde qui serait un bon fit ensemble pour comme travailler. Donc moi, j'ai été jumelée avec Marie-Hélène Baudry, donc, qui est comme... En tout cas, elle m'a beaucoup aidée dans mon montage, autant juste au niveau support moral, mais aussi comme comment m'organiser, parce que j'étais un peu chaotique dans mes montages, en tout cas. Donc c'est ça, le studio virtuel. Puis toi, ça a été un lieu de collaboration, ce studio-là virtuel? Ça t'a permis de trouver tes... Ben, tu parles, c'est ça, de certains collaborateurs, mais est-ce que ça s'est tout fait à travers le studio virtuel, finalement? Puis est-ce que tu as accompagné aussi des projets en plus finalement, de toi-même réaliser ton court-métrage? J'ai participé comme participante à la première cohorte qui a eu lieu au mois d'août. Donc, oui, j'ai reçu de l'aide d'un cinéaste mentor puis d'un intervenant aussi dans le cadre du studio virtuel, mais je pense qu'on s'est vu comme une seule fois en vrai pendant les 5 semaines qui a eu lieu le projet, mais c'était vraiment juste pour faire comme un échange de données, de matériel. Dans le fond, ma cinéaste mentor a comme fait une copie de mes disques durs avec tout le matériel que j'ai pour que je puisse comme juste lui envoyer le fichier Final Cut. Puis à ce moment-là, elle pouvait voir comme ce que j'avais fait comme montage, elle pouvait comme regarder ça puis me faire ses commentaires ensuite. Mais c'est ça. Sinon, tout se faisait comme en ligne tout le temps, nos rencontres. Je sais plus trop quoi dire d'autre. Mais sinon, je travaille comme coordonnatrice maintenant des ateliers de création et de perfectionnement. Donc, je coordonne entre autres les nouvelles cohortes qui ont lieu. On vient de terminer la 2e cohorte. La 3e cohorte vient d'être lancée comme 2 semaines. Peut-être qu'on parle déjà de faire une 4e cohorte comme début 2021. Donc, je
Je pense que ça fonctionne bien, là, nos projets de studio virtuel. À la première cohorte, il y avait comme 4 projets. La deuxième cohorte, on en a eu 6. Troisième, on en a eu 6 encore. Je ne sais pas encore combien on va en avoir pour la quatrième, mais je pense que les gens, justement parce que les roulottes ne se déplaçaient plus, ils avaient quand même besoin de créer. Donc, les gens font beaucoup appel à notre studio virtuel pour créer, justement. Puis est-ce qu'il y a une communauté, selon toi, qui s'est créée grâce à ce studio-là, j'imagine, comme avec la version studio non virtuelle, finalement, du Wapikoni? Oui, ben on s'est créé un groupe Facebook privé comme super avec tout le monde qui ont participé à ce studio virtuel. Parce que dans le fond, ce qui est quand même le fun avec les roulottes qui se déplacent dans les communautés, c'est que tu peux être amené à travailler sur les projets des autres. Donc, par exemple, mettons quelqu'un d'autre vient faire un film de zombies, par exemple, puis il a besoin de quelqu'un pour faire la caméra, ben moi, je pourrais comme aller faire la caméra dessus. Donc, ça crée une communauté de création ensemble. Puis le groupe Facebook sert à ça, ben, pas à aller travailler sur les projets des autres parce qu'on peut pas vraiment aller se voir. Mais ça sert à comme se donner des idées, à se supporter mutuellement dans nos projets. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voyez, c'est comme mettons avec Wapikoni, est-ce que vous voyez qu'il y a plus d'achalandage sur votre site depuis la pandémie? Est-ce qu'il y a une demande? Parce que, inévitablement, à un moment donné, on fait le tour là, mettons, des Netflix ou autres, il n'y a plus le club vidéo, tout ça. Là, mais est-ce que vous voyez qu'il y a un achalandage supplémentaire? À défaut de ne pas jouer devant des salles, là? Je ne sais pas trop quoi te répondre, parce que dans le fond, on est comme tout en télétravail depuis mars, donc on n'est pas vraiment nécessairement en contact tout le temps avec les autres secteurs. Dans mon secteur, en moi, c'est comme si l'équipe de création, donc on coordonne les roulottes, mais je ne sais pas qu'est-ce que Léa de la distribution pourrait te dire. Donc, on est comme pas vraiment... On est moins en contact avec les autres secteurs. Oui, je comprends. Puis, François Hubert, vous, la collaboration, justement, déjà entre vous, mais aussi, vous parlez aussi du troisième co-auteur, Maxime Beauregard-Martin. Comment ça a commencé? Est-ce que vous étiez tous en Zoom, en appel téléphone, en personne? Parce que c'est un moment où vous pouviez vous rencontrer à 2 mètres dans les parcs, justement. On a presque formé une bulle, hein? Parce que François et Maxime sont voisins immédiats. Moi, je suis dans le même quartier à 3 minutes et demie de vélo. On a pratiquement tout fait dehors. On a travaillé à l'extérieur sur la terrasse de François qui nous permettait d'avoir une distance acceptable. Et c'est ça, étant voisins, c'était facile quand même de se réunir physiquement, mais en toute sécurité. Puis, avec nos actrices, ça a été la même chose. On a vraiment eu un bel été. C'est là qu'on s'en est rendu compte parce qu'on répétait dans ma cour, dans la cour de François. On étirait les tables à pique-nique, une table au bout de la table à pique-nique pour être sûr qu'il y ait de la distance en masse. Puis on avait réfléchi le projet dans ce sens-là aussi. On pouvait travailler avec une actrice à la fois. C'était souvent ça. Donc, c'était vraiment équipe réduite. Il y a eu ces 2 fameuses fois où on a tenté de réunir toute notre gang d'actrices. Et on a eu une petite odeur de comment ça pouvait être compliqué, une production théâtrale normale, là, en ayant ces 2 moments-là, où là, c'est un festival de table, tout le monde est à 2 mètres, ça prend des lieux gigantesques parce qu'on avait 12 actrices, plus notre équipe de concepteurs de 3-4 personnes, plus les 3 auteurs. Là, tout d'un coup, ça prend quasiment un stade olympique pour pouvoir contenir tout ce monde-là à 2 mètres. Ça a été pas simple d'abord de trouver des locaux pour ça, tout le protocole on est des employeurs évidemment, on est des employeurs, donc on a une responsabilité à cet égard-là. Donc là, le purel, la distance, oublie pas ton masque, amène ta gourde, on ne voudrait pas que tu sois obligé de te remplir ta gourde sur place, amène ton eau. On est devenu, puis on a remercié notre format après coup de faire, quand tout a été enregistré, de faire, bon, là, les risques sont rendus très, très bas. Nos actrices sont toutes passées en studio. On a mis du Lysol partout entre chacune d'entre elles. Là,
tout ce qu'il nous faut, c'est que le public vienne puis que tout soit beau. Mais on a eu la chance de se voir. Et ça a été énorme quand même parce que Mais là, faire de la, faire de la création, à un moment donné aussi, là, à distance, tu sais, comme sur Zoom, les gens, ça coupe, tu sais, tu n'entends pas tout. Là, il faut que tu attendes que tout l'autre ait fini son point. Tu sais, c'est extrêmement laborieux, là, tu sais, surtout, là, on créait à trois, là, tu sais, c'est compliqué déjà. Déjà à trois, tu sais, as le goût de te tuer une couple de fois dans le processus. Fait que, tu sais, là, si tu es sur Zoom, c'est d'autant plus, c'est rochant. Puis, c'est tu plus sais, sécuritaire, hein, par exemple. par exemple, oui. Non, mais puis après ça, ben sinon, tu sais, même comme les entrevues aussi, tu sais, on est allé, là, moi, je suis allé en CHSLD, je suis allé, tu sais, il fallait aller faire des entrevues avec des gens, mais tu sais, des docs, tu sais, tout ça, mais tu sais, il y en avait beaucoup par téléphone, beaucoup par Zoom, mais aussi en présence. Puis c'était cool aussi d'aller voir de quoi on parlait aussi, d'aller voir dans des milieux hospitaliers, d'aller voir, tu sais, ça, c'était comme, c'était angoissant, mais trippant aussi. Donc, finalement, vos premiers spectateurs ont été les voisins de votre cour arrière, c'est ça? Oui. Oui. Oui, oui. Ça s'est bien passé, les premières les premiers tests en représentation dans la cour arrière. Est-ce qu'il y avait des applaudissements? Est-ce que... Non? Non, non. Des plaintes de bruit? Ah ben, peut-être un peu, par exemple. Ça, il y en a toujours un peu. Ça fait pas vraiment changement. OK, Non, d'accord. mais on a été chanceux là, parce que c'était l'été, parce que sinon, tu sais, là, faire ça Mhm. l'hiver, ça serait plus chiant un peu, là, quand même. Puis, vous avez aussi évoqué, là, justement, c'est ça, de tous les témoignages, que vous avez dû vous déplacer pour justement enregistrer ces témoignages-là, puis que finalement, assez naturellement, vous avez finalement réalisé que c'était presque uniquement des femmes, finalement, que vous aviez interviewées. Quelle est votre conclusion, finalement, de ça? Pourquoi? Ben, Est-ce que c'est un hasard ou est-ce ben, que... mais là, tu sais, on a fait des entrevues avec, tu sais, avec des gens qui maintenaient le tissu social. Puis on dirait que historiquement, tous ces emplois-là sont. On avait besoin de quoi là, en ce moment? On avait besoin d'infirmières, on avait besoin d'enseignantes. Qui a maintenu le tissu social pendant la crise? C'est presque majoritairement les éducatrices qui continuent à travailler à l'épicerie. C'est comme tous des métiers qui étaient historiquement des métiers, disons, de femmes. Fait qu'inévitablement, tu sais, et c'est ça qui était troublant puis qui était beau aussi, c'est de voir à quel point ces gens-là sont la plupart sous-payés, tu sais, moins payés que des métiers historiquement masculins. Et c'est quand ça va mal, c'est toutes ces femmes-là qui tiennent le tissu social. Puis ça nous a comme évidemment fascinés. Puis de voir que encore, ça fait très longtemps que dans les CHSLD, on disait ça va mal, ça va mal. On voyait des bulletins de nouvelles des années 80, en 1980, on disait ça va très mal dans les CHSLD. Il a fallu qu'on envoie l'armée et que l'armée fasse un rapport. Un métier de gars fasse un rapport pour que les gouvernements décident de réinvestir dans les CHSLD, mais ça fait quand même 30, 40 ans que les femmes en parlent et disent que ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est quand même, c'était troublant, puis à quelque part pour nous, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait que ça soit que des femmes qui portent ce spectacle-là. C'est aussi en contrepoint du fait qu'on était trois hommes aussi à faire ce projet-là. Ça nous faisait grand plaisir d'offrir du boulot à des actrices. Puis sur la lignée de l'armée dont tu parlais, François, il y a une fille qui travaille comme aide-service en CHSLD à qui on a parlé. Puis dans le jus, travail temps supplémentaire obligatoire, la face pleine de boutons à cause de son masque, bras et des jours sous les piles de dossiers de gens décédés. Le maintenant reçoit un appel de la police. Il voudrait faire une aide d'honneur pour l'armée qui est venue aider. Mais eux autres, ça fait des mois qui sont sous-payés, qui travaillent comme des cinglés. Il est venu à l'idée d'aucune police de venir faire une aide d'honneur pour ces femmes-là. Et ça faisait juste en rajouter une couche d'absurdité. La reconnaissance n'est pas toujours à la bonne place. Les applaudissements sur un balcon, ça ne paye pas le loyer. Donc,
on ne le souligne pas à ce point-là dans le spectacle que ce ne sont que des témoignages féminins. Quelqu'un qui y prête attention après coup peut faire « Ah, c'est vrai », parce au-delà de la ligne éditoriale, on ne l'appuie pas, cette ligne-là. C'est juste qu'on a dans nos oreilles une douzaine de voix de femmes et c'est ça. On n'a pas nécessairement osé aller plus loin dans la lecture à avoir de cette affaire-là. Parce que pour nous aussi, le danger de l'œuvre de laquelle on accouchait, on a tellement le nez collé sur le confinement qu'on ne pouvait pas se prétendre preacher de réponse, mais bien preacher de questions. Et c'est pas pour rien que le show, c'est 150 questions. Parce que nous-mêmes, on n'a pas les réponses. On peut montrer un miroir de choses qu'on a observées, on peut prendre la parole de quelqu'un puis la transmettre en disant « on a entendu ça, on pense que c'est pertinent de le faire entendre aux autres », mais nous positionner plus que ça, moi, j'aurais trouvé ça audacieux et peut-être un peu présomptueux de prendre faire des amalgames, là, mais c'est pas ça le mot, mais de prendre position, là, c'est simplement si vite, puisque cette pandémie-là affecte tous les aspects de notre société. Et on n'a pas le diplôme pour être capable de se prononcer sur tous ces aspects-là à ce stade-ci. C'est fou, j'écoute encore les nouvelles, puis à chaque bulletin de nouvelles, il y a des aspects de notre spectacle qui sont soulevés puis qui sont encore chauds. Et on a mis le doigt sur une affaire, mais évidemment, on n'a pas pu creuser à ce point-là, surtout parce que le show aurait duré 4 heures. Parce que bout à bout, on fait 1h15. Tu sais. Mais oui, c'est ça. Puis, si on veut parler un peu justement de la réception du public, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, je ne me souviens plus lequel de vous trois, mais finalement, on est pas mal tous d'accord. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu durant le confinement, que finalement, l'art est complètement essentiel, qu'on en a besoin, etc. Mais est-ce que finalement, dans votre expérience concrète, est-ce que le public était au rendez-vous? Est-ce que vous avez réussi à rejoindre le public autant, je dirais, qu'en temps normal? Puis, comment réussir à rejoindre un public aussi varié? C'est-à-dire que, sachant que maintenant, il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer ou qui préfèrent plus se déplacer. Puis, Marie-Christine, aussi par rapport à ça, peut-être par rapport à ta réponse, je sais que ton film traite beaucoup justement de cette transmission-là, puis il y a tout ce rapport très important aussi avec les différentes générations. Comment, en temps de pandémie, dans tout cet univers virtuel-là, venir toucher finalement aussi les générations plus âgées? Donc, ça, comme ma question, prend différentes directions, mais ce rapport avec le public, finalement, un peu pour résumer la chose. Marie-Christine, je ne sais pas si tu veux commencer à répondre. Oui, ben c'est sûr que quand j'ai commencé le projet il y a quelques années, je pensais pas que j'allais le finir comme en temps de pandémie. Donc, je pensais pas comme... je pensais pas... Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça comme organiser une projection dans ma communauté pour aller montrer ce film-là aux gens parce que ce film-là, c'est aussi un peu beaucoup un hommage à Benoît que j'ai fait, mais c'est... donc, on a comme fait une projection comme virtuelle, mais non, faut pas vraiment projection, mais j'ai juste comme rendu le lien disponible en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais ce qui me manque beaucoup là-dedans, c'est juste plus le contact avec les gens. Comme je sais que le film a beaucoup été partagé, chacune des publications sur Facebook ont reçu des commentaires, donc j'ai comme pas nécessairement tout vu ce qui a été dit sur mon film, mais j'aurais aimé ça comme quand même y avoir accès. En tout cas, je sais pas comment expliquer mon feeling avec ça. Là, sinon, les aînés n'étaient pas vraiment impliqués comme dans la post-prod avec nous, donc, parce qu'ils n'ont pas nécessairement un accès à Internet ou un ordinateur pour comme, se connecter sur Zoom. Puis... Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Je ne sais pas justement comment le studio Wapikoni peut rejoindre au niveau... parce que autant là, c'est finalement un des sujets de ton court-métrage, mais aussi venir rejoindre les générations plus âgées finalement aussi à travers le public, peut-être que, je ne sais pas, par des membres de leur famille qui sont
plus jeunes avec qui ils habitent? Est-ce qu'il y a des pistes comme ça qui sont explorées un peu pour permettre un peu à cette création virtuelle-là d'aller rejoindre toutes les sphères de la société? On ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. Dans le fond, le projet Madagan, c'est comme un projet at large. Dans le fond, c'est comme l'idée, c'est d'utiliser les nouvelles technologies pour comme archiver et documenter ces connaissances des aînés. C'est comme juste faire en sorte que ces connaissances-là ne se perdent pas. Mais avec la COVID, on peut comme puis vraiment aller tourner avec eux, avec les aînés dans ma communauté. Donc, on ne sait pas trop comment on va se réajuster pour continuer à faire ces entrevues-là avec ces aînés. Donc, c'est à réfléchir encore. Puis François, Hubert, vous, est-ce que le public était au rendez-vous dans votre processus créatif? À la présentation qu'on a connue, oui. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On jouait 5 soirs à 50 spectateurs et c'était gratuit. Donc, quand les billets ont été disponibles en 2 heures, il n'y en avait plus. Maintenant, la gratuité étant une médaille qui a 2 revers, c'est que les gens se pognent leur billet bien vite, mais le soir venu, c'est facile de faire « oh, il mouille, je me lève pour demain ». Donc, il y a toujours cette gestion-là, mais on sentait... En tout cas, pour que tout ça parte en 2 heures, on sentait qu'on était les bienvenus dans le panorama au mois de septembre. Maintenant, si ça avait été payant sur le prix d'un billet de théâtre normal, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment ça aurait été si les impacts de la crise ont... c'est sûr que 250 billets à vendre à un prix normal, je ne sais pas, mais ça se peut, mais je ne sais pas si la crise a à ce point d'impact économique qui fait qu'une tranche de la population qui retarderait l'achat de son premier billet de spectacle. Là, ça s'est bien vendu dans les autres théâtres, là, par exemple. Là, je veux dire, les autres théâtres étaient pleins. Là, je ne verrais pas pourquoi... je pense que les gens ont besoin. Là, je veux dire, c'est très clair. Moi, je pense qu'il y a c'est ce que ça m'a appris aussi un peu, la pandémie. Là, c'est que on dirait que ça a redoré. Je veux dire, on est toujours là, un peu en train de se battre, les artistes, à faire avec les gouvernements, avec les associations, à dire, ben là, on a une place et on en doute nous-mêmes parfois à un point parce que on dirait que ce qu'on nous dit, c'est qu'on est des baisses de luxe, qu'on reçoit des sous, des subventions, qu'on ne gagne pas nous-mêmes. Puis on occulte un peu toute toute l'économie autour de cette industrie-là, parce que c'est une industrie économique aussi. Donc, on oublie tout ça. Puis là, on dirait qu'avec la pandémie, ça me faisait plaisir d'entendre M. Legault aussi encourager les artistes, puis leur dire de ne pas lâcher, puis de continuer qu'on avait besoin de nous. Puis à quelque part, je pense qu'on le réalisait aussi là, que ça n'aurait pas été la même chose de passer au travers de la pandémie, sans radio, sans musique, sans podcast, sans documentaire. Fait que moi, je sentais un engouement, en tout cas, là. Les gens étaient contents d'être là. Ils étaient contents. Moi, je sentais que ça leur faisait du bien d'être là. Puis en plus, ils participaient là, pour nous, mais c'était cool. Puis c'est pas toujours trippant là, pour des spectateurs de participer. Puis il y a une des questions où on leur demande s'ils regrettent d'être là parce que c'est participatif. Puis la plupart levaient la main. Mais en même temps, ils étaient quand même contents, je pense, sincèrement, d'être là. Puis ça leur faisait du bien. Et le retour à la réalité était tellement choquant. Parce que, une fois la représentation finie, c'est comme si ça faisait partie même de notre projet, mais rapidement, il y a les placiers qui sortent et qui disent « OK, tout le monde, on remet nos masques, on enlève nos écouteurs. Là, la ligne numéro 1, vous allez sortir, vous. » Puis là, on revient. Pendant un petit moment, il y a une genre de petite poésie qui s'installe, puis on quitte un petit peu la pandémie, puis ce monde-là, puis personne n'a des masques, puis on est tous là assis avec nos contemporains, on rit, on regarde les yeux les uns des autres, on vote, on se trouve un peu niaiseux, on se trouve con, on dit « Ah non, mais je ne suis pas si con, en tout cas, tout le monde avait l'air con comme moi. » Puis là, ça reprend, puis la réalité reprend, puis on remet nos petits masques, puis on sort. Puis ça, c'était choquant aussi, là, après. On sort, puis c'est pas
pas de bec, pas de bière sur Retour à la place, normale. pas de retour de discussion sur le spectacle, c'est sortez. Il n'y a pas de lieu pour se rassembler. Donc, c'est ce qu'on appelle une petite vite, là, littéralement. Le retour se faisait où? Sur les réseaux sociaux? Le retour se faisait comment? Mais dans le parc, un peu, en face. Ouais. Je veux dire, nous, on a joué dans un parc au début, un peu, puis sinon, après, c'était comme dans le parc, à la sortie un peu d'espace libre, où on se disait des choses un peu, où les gens nous écrivaient un peu, mais c'est vrai que c'était comme... Puis c'est vrai ce que tu dis, Marie-Christine, aussi, qu'à un moment donné, on fait aussi tout ça, mais c'est un don de soi, mais aussi, c'est quand même cool si des fois on a un petit feedback, autre que de voir des posts sur Facebook de gens qui ont apprécié ton film. C'est quand même cool des fois de se faire dire Ah, j'ai aimé ça ou Ah, j'ai des réserves, mais au moins avoir comme. Parce que c'est ça, sinon on ne le sait pas là, que les gens aiment ça. Ou pas. Exactement ça. C'est ça. Puis, comment se sont déroulées justement les représentations à l'espace libre? Comment c'était quand c'était dans le lieu, finalement, à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Ben, quelle était finalement un peu la différence entre un peu être à l'extérieur dans un parc, puis là, tout d'un coup, quand la pièce de théâtre a muté vers l'intérieur, à l'espace libre, qu'est-ce que l'espace a peut-être ajouté à l'expérience théâtrale? Ben, pour l'avoir vécu un peu dans le parc, là, des répétitions, puis la première, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était de voir les badauds qui passaient et qui voyaient une gang d'hurluberlus avec des écouteurs sur la tête, qui levaient la main et qui riaient un peu tout seul parce que le son n'était pas disponible pour ceux qui passaient, c'était vraiment que dans les écouteurs. Et ce que j'aimais aussi du parc, c'était l'œil du spectateur peut justement vagabonder puis aller se poser sur un panier de basket ou sur la voiture qui passe ou sur la musique latino qui jouait très, très fort chez le voisin au 3e étage. Tu sais, il y avait de la distraction qui rendait l'écoute plus compliquée. Puis la température aussi. Cette semaine-là, il faisait froid, là, une température de novembre. Rendu à Espace Libre, c'était presque luxueux, en fait, les conditions. Elles étaient optimales, mais on perdait tout d'un coup tout ça. Mais là, tout d'un coup, c'était chaleureux, puis tout le monde avait enlevé son coat, il y avait comme une détente, mais cette perte d'horizon, puis cette perte on est dans la ville, on est ici. Là, tout d'un coup, on redevenait dans un cadre presque fictif, des murs noirs, un lieu qui n'existe pas en temps normal. Les deux ont leur qualité. Je trouvais, il y a des pour et il y a des contre dans les deux situations, mais n'en demeure pas moins que pour moi, la plus grande absurdité, c'est que la santé publique considérait plus sécuritaire de faire ça en dedans que dehors. Ça, je m'en suis jamais remis. Il va falloir qu'on me l'explique un jour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. Ou en tout cas avec des interrogations qui vont se poursuivre au-delà. Ouais. Puis peut-être un peu pour tendre tranquillement vers le mot de la fin, puis aussi pour vous inviter, peut-être comme dernière réflexion aussi, à parler du futur finalement, soit autant peut-être de nouveaux projets. Marie-Christine, tu as évoqué déjà un projet futur qui est possiblement en gestation. Puis aussi, j'aimerais parler d'une citation, en fait, de la pièce de théâtre Ensemble, que j'ai trouvée très belle, puis que j'aimerais qu'on utilise cette phrase-là, finalement, pour se diriger ensemble vers l'avenir et le futur, finalement, au niveau de la création. C'est un moment où une actrice, finalement, dit je ne suis pas nostalgique. Je ne veux pas que ça redevienne comme avant. Moi, ce que je veux, c'est retrouver l'avenir tel qu'il avait l'air disponible dans le passé. Cela s'appelle la mélancolie. J'ai trouvé ça très, très beau. Donc, comme quoi la mélancolie peut être quelque chose, finalement, peut-être de beau aussi, qui a cette part de beauté un peu qui ouvre vers des nouvelles possibilités, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? T'es chanceuse de voir ça comme ça. Mais c'est vous, non. Vous ne voyez pas cette mélancolie-là. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Autant aussi, j'aimerais lier Marie-Christine à cette question-là. Moi, cette mélancolie-là me mine, Ouais, mais OK. tellement. Mm. Pour moi, c'est de là d'où part toute ma morosité, en fait. Toute mon envie de tout calisser ça là, sa vie. C'est cette mélancolie-là parce que il y a 6 mois, je m'autorisais de me projeter quelque part et là, pour moi, maintenant, j'ai un peu l'impression que l'avenir est bloqué. C'est difficile, je trouve, de se lever le matin avec cette perspective de plus de perspective. Euh, Parce que cette phrase-là, en fait, c'est un philosophe que François a rencontré, qui a de lui-même parlé de ça, là, de mélancolie versus nostalgie. C'est vraiment une expression, je trouve, c'est deux mots qu'on confond souvent. On dit souvent je suis nostalgique ou mélancolique en mélangeant tout ça. Puis, euh, j'ai quand je l'ai entendu dire ça, parce que François nous a partagé le MP3 de sa rencontre, moi, ça a été une révélation. C'est là, ben, c'est ça. C'est là que je suis, moi, en tout cas. Puis c'est probablement pour ça que ça a survécu. Là, ça résonnait aussi chez François et Maxime. Là. Mais je serais curieux d'entendre, évidemment, ce que les deux autres ont à dire sur ça, la mélancolie, parce que je ne voudrais pas laisser nos Zoom spectateurs avec autant de détresse. Oui, c'est ça. Si vous voulez finalement peut-être un peu parler de cette mélancolie-là, puis en même temps un peu conclure avec peut-être sur une note plus positive vers un peu Je vais des travailler nouveaux là-dessus pendant que projets, les deux autres. des nouveaux Moi, je peux me projets, risquer. François, Marie-Christine. Ouais, allez-y. Non, mais je peux me risquer. Moi, ça m'a donné le goût, moi, de faire d'autres. Tu sais, là, on a des écouteurs, on a acheté 100 paires d'écouteurs. Fait que, tu sais, ça me donne, moi, le goût de faire d'autres projets. Évidemment, je veux continuer à faire vivre ce show-là. Ça m'a donné le goût de faire d'autres projets de ce genre-là aussi, qu'on continue à explorer ça. Là, tu sais, je continue à travailler sur mon film. Mais moi, tu sais, et c'est ça qui m'a fasciné dans Ensemble, c'est que la pandémie aussi elle nous a fait découvrir des choses. Tu sais, c'est dur en ce moment pour le milieu des arts. Là, tu sais, si je suis conscient de ça. C'est sûr que c'est dur parce que ça affecte notre travail. Puis, tu sais, le travail, c'est une partie de notre vie beaucoup. Puis, elle interfère aussi tu sais, dans notre vie personnelle, plus que des fois des gens qui font du 9 à 5. Tu sais, je veux dire, je porte aussi ma création toute ma journée, puis le soir aussi, puis je prends des notes un peu tout le temps. Sauf que je disais, il y a des choses aussi, tu sais, ça m'a fait rendre compte aussi des fois que je voyais peut-être pas assez ma famille, que je prenais peut-être pas assez de temps pour voir des amis, que peut-être que ce temps-là, cette pause-là, ça me fait du bien pour avoir un recul sur la société dont je tente de parler, tu sais, la plupart du temps, mais entre 6 projets tout en même temps, ben, je n'ai pas toujours le recul nécessaire. Je trouve que cette pause-là nous a amené aussi, nous amène un temps de réflexion. C'est sûr que c'est difficile psychologiquement, tu sais, tout ça, mais je pense que pour l'art, après ça, il va y avoir beaucoup, beaucoup de projets à Sodec, là, puis à Téléfilm l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont en avoir eu des idées, puis qui vont en écrire des films, puis au calque, puis des pièces de théâtre, puis tout ça. Mais en même temps, c'est aussi bon parce que ça va être plus foisonnant. Puis, en tout cas, moi, j'ai très bon espoir à quelque part. Puis, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça redevienne comme avant. Moi, c'est ça que j'espère qu'on va apprendre de ça, puis qu'on va réaliser que acheter local, c'est important, puis que consommer de l'art local aussi, puis consommer des films d'ici, puis des pièces de théâtre, puis d'encourager l'art, c'est aussi important, comme d'encourager un agriculteur. Fait que j'espère, en tout cas, puis qu'on s'est rendu compte que c'était des femmes qui maintenaient le social. Puis tout ça, on dirait qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que moi, en tout cas, que je ne veux pas faire. Ça, c'est sûr. Marie-Christine, est-ce que tu as un mot de la fin à communiquer? Ben moi, je voulais juste dire peut-être le futur projet. Dans le fond, j'ai comme pris un peu ces émotions négatives que j'ai vécues comme au courant des derniers mois pour comme, ben, dans le fond, j'ai comme auditionné pour le prochain film de Chloé Leriche, qui est comme un docu-fiction sur un drame qui est arrivé dans ma communauté dans les années 70. Donc, je sais pas, j'ai juste tenté ma chance, puis comme
j'avais besoin de comme faire sortir ces émotions-là. Fait que je me suis dit, pleurer dans mon audition, j'étais comme ça fait du bien. Fait que, sinon, elle voulait aussi peut-être m'offrir un stage dans le cadre de son film. Parce que dans le fond, je suis comme en train de faire ma place un peu dans le monde du cinéma, donc du documentaire. Donc, il y aura peut-être ce projet-là qui s'en vient, que ce soit devant ou derrière la caméra, je ne sais pas encore. Je vais essayer aux deux. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment de tirer autant que possible le plus de positif, finalement, malgré tout ça, toutes les difficultés que comporte le confinement puis la situation présente. Mais déjà, moi, en tout cas, une note très positive, c'est vos œuvres, finalement, qui parlent aussi. Vos œuvres sont des témoins de la création qui ont pu éclore durant les derniers mois. Puis déjà ça, moi, je trouve ça très beau. Puis je voulais vous remercier tous. J'en profite aussi pour remercier donc nos trois balinistes, Marie-Christine Petitcoué, Hubert Lemire, François Bernier, Laurence Blais des RIDM, Jacinthe Paris des RIDM, Benjamin Rondeau d'Espace Libre et bien sûr toute l'équipe des RIDM. Puis je voudrais aussi inviter finalement les spectateurs, ceux qui veulent écouter le court-métrage Transmission de Marie-Christine, à se rendre sur le site des RIDM, la page de la table ronde, et il y aura un lien qui va vous rediriger finalement vers le site du Wapikoni, où d'ailleurs, Marie-Christine, les gens peuvent visionner tous tes courts-métrages. Est-ce que c'est bien ça? Super. Oui. Parfait. Et finalement, pour les prochaines dates de Ensemble, on vous invite à finalement suivre la page Facebook du Théâtre du Bunker et le compte Instagram. Puis, c'est ça, vous aurez les informations dès qu'elles seront disponibles. C'est bien ça, Hubert et François? Absolument. Super, merci infiniment, merci beaucoup. Puis, au plaisir que vos prochaines œuvres puissent bientôt voir le jour. Merci à toi. Merci. Merci à toi.